Les conférences du Figaro étudiant. Je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui. Je suis Jeanne Patureau, je suis journaliste au Figaro étudiant et on va discuter pendant l'heure qui arrive de l'admission dans un institut d'études politiques. Pour répondre à mes questions et à vos questions, je suis accompagnée de Théa Ogoula, qui est adjointe de direction à l'IPSUP au sein des préparations Sciences Po et IEP, et d'Élise Paès, qui est directrice des cours du Parnasse. Alors, une première question peut-être pour contextualiser, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'est un IEP ? Alors oui, c'est très. Alors je suis aussi diplômée de Sciences Po Paris, donc ce qui fait que je connais bien le sujet. Un IEP, c'est très important en fait parce qu'il y a beaucoup d'élèves qui m'expliquent oui, je veux aller dans un IEP parce que je veux faire de la science politique. Donc là, je leur réponds qu'il faut qu'ils changent de voie parce que c'est pas ça qu'on y fait dans un IEP. Si on veut faire de la science politique, il faut aller en fac et suivre une licence de sciences politiques. C'est pour ça que Sciences Po, il y a un S en fait à la fin de sciences, d'accord ? Un IEP, c'est un institut d'études politiques. Et quand les IEP sont créés à la fin du 19e par Émile Boutmy, j'aime bien faire un cours d'histoire en même temps, on dit qu'on crée un institut dans lequel on va enseigner les sciences sociales. Je rappelle qu'il y a 5 sciences sociales. Ceux qui passent Sciences Po Paris cette année, notez, parce que c'est une question classique de l'oral. 5 sciences sociales. Donc dans chaque IEP, on va étudier le droit, l'économie, la sociologie, l'histoire et la science politique. Mais la particularité d'un IEP est qu'on n'envisagera jamais une matière toute seule. Le droit tout seul n'a pas de sens, l'histoire n'a pas de sens. Ce qui est intéressant, c'est de prendre un problème et d'y réfléchir en fonction de toutes les matières. Et à côté de ça, dans tous les IEP, vous avez une dimension internationale où on étudie des langues. On part nécessairement à l'étranger. Et pour grossir le terrain, un IEP va forcément s'organiser en 5 ans. Je vous donne un tableau très large. Vous allez avoir 2 années généralistes en sciences sociales, une 3e année à l'étranger pour tout le monde. Parfois, c'est la 2e, ça dépend, mais en gros, il y a une année à l'étranger. Et 4e et 5e année, on se spécialise. D'accord ? Mais avant ça, on est censé, pendant 3 ans, avoir une culture générale en sciences sociales, en sciences humaines. Et donc, en fait, on est censé apprendre à parler de tout sans connaître rien, parce que c'est ce qu'on dit chez nous. Et entre nous, on s'appelle d'ailleurs les sciences pipeaux. Alors, j'ai pas le cri trop fort, mais c'est un peu ça. Et peut-être sur les différences entre Sciences Po Paris et les IEP de province, comment est-ce qu'on distingue ces différentes écoles ? La principale différence, je dirais, c'est une question historique parce que sur le fond, les matières enseignées sont globalement les mêmes. Alors bien sûr, Paris a un aura plus important, tant sur le plan national que international, mais Paris a été fondé bien avant, puisque le premier IEP de région, c'est Strasbourg, c'est en 45, donc c'est bien plus tard. Et ce qui distingue aussi, c'est le concours pour y entrer, puisque Paris, on est sur un concours sur dossier, il n'y a plus d'écrit depuis 2021, alors que les IEP de région sont restés sur un concours plus classique avec 3 épreuves écrites, histoire, langue et questions contemporaines. Et quand vous passez ce concours-là, en fait, vous candidatez pour 8 IEP différents. Et en fonction de vos notes, vous accédez aux IEP pour lesquels vous avez fait vos vœux ou non. Et je précise aussi, parce qu'on les oublie souvent, mais qu'il y a aussi un IEP à Grenoble et à Bordeaux. Et Bordeaux, qui est un excellent IEP, notamment pour le droit, puisqu'on a l'École nationale de la magistrature à côté. Donc en réalité, il y a 4 concours Sciences Po. Comment donc, est-ce qu'on prépare ces concours ? Peut-être commencer par Sciences Po Paris. Comment est-ce que ça se prépare ? Est-ce qu'il faut commencer dès la seconde ? On ne peut pas répondre à cette question. Et qui est en seconde ? Première ? Terminale ? Ok. Il y a forcément 2 réponses à cette question. Parce que qui a lu la presse récemment et a vu les fameux gros titres ? Sciences Po remet une épreuve écrite. Donc, c'est un fiasco, la suppression des épreuves écrites depuis 3 ans. Nous, on le savait, on l'avait dit. D'un point de vue personnel, j'ai beaucoup regretté ce que ça a impliqué en termes de sélection, à savoir, contrairement à l'ouverture qui était voulue, finalement, des profils très lissés. Donc, je vais vous raconter ce qui se passe aujourd'hui, mais a priori, l'année prochaine, ça va changer. D'accord ? Aujourd'hui, si vous êtes un étudiant en terminale et que vous voulez préparer Sciences Po, vous devez préparer 2 phases. Une phase d'admissibilité, et si vous êtes admissible, vous allez préparer l'admission. L'admissibilité se compose de 3 sous-parties, on va dire. Vous êtes jugé une première note sur 20 est donnée à votre dossier scolaire, à vos notes.
Ça, c'est un algorithme, en fait, qui étudie les notes qui sont dans Parcoursup. Et ça vous donne une première note sur 20. D'accord ? Là, il n'y a pas d'intervention humaine. Une deuxième note est donnée par... C'est encore une note sur 20 qui se compose de 2 notes sur 10. C'est un peu technique, mon truc. 2 notes sur 10. Ces 2 notes sur 10, c'est quoi ? C'est un examinateur A qui va lire le dossier. Donc, c'est une personne humaine qui lit le dossier et qui va notamment lire des textes dans lesquels vous expliquez la motivation pour Sciences Po Paris, pourquoi est-ce que vous voulez y aller, ce que vous voulez y faire, le fait que ça n'est pas né d'une discussion à table avec les parents qui vous ont dit « tu vas faire Sciences Po, chérie, ça va être formidable ». Mais non, il y a une réflexion sur le projet et donc on explique sa candidature. Et donc, on regarde aussi à ce moment-là les bulletins scolaires, on regarde les appréciations des professeurs, on regarde la progression entre la seconde et la terminale. Donc on donne en fait vraiment une appréciation, une note qualitative sur le dossier. Ok ? Donc ça fait une deuxième note sur 20 parce que le premier examinateur donne une note sur 10, le deuxième une note sur 10, on additionne, c'est magique, on a une note sur 20. Ok ? Troisième temps, on va lire ce qu'on appelle un écrit. Donc, il y a différents écrits dans ce troisième temps sur cette dernière note, mais le plus important, c'est, je grossis beaucoup, j'aime pas ça, parce que normalement, je fais des conférences de 2 heures sur le sujet, on va essayer d'être efficace. Donc, vous avez un essai personnel dans cette dernière partie, qui est le plus difficile. Donc, il y a d'autres écrits, mais il y a ça. Et donc, dans cet essai personnel, vous avez un sujet, il y a 5 thèmes qui sont proposés. Nous n'avons pas encore les thèmes de l'année à venir. Et vous devez faire une dissertation sur ce thème-là. Le tout, je le précise, étant à rédiger à la maison parce que finalement à déposer sur Parcoursup début avril. Donc vous faites ça en autonomie. Ce qui est très intéressant, il y a beaucoup de sujets qui sont tombés. Pour moi, le plus parlant, c'est l'un des premiers thèmes qui est tombé quand le concours a été réformé. Quel livre conseilleriez-vous à un ami ? C'est le genre de sujet qui fait pas peur. Les gens se disent « Ah ouais, c'est bon, j'ai compris la question, j'ai compris tous les mots. » Le problème, c'est que les élèves ont commencé à faire des essais sur des livres. Et en fait, ils n'avaient pas compris que le plus important dans le sujet, c'était pas le livre, c'était l'ami. Et c'est là où c'était intéressant. C'est qu'en fait, il fallait d'abord définir ce qu'était un ami pour ensuite pouvoir identifier quel livre on allait conseiller. Et c'est ça qui allait orienter la chose. Donc, vous arrivez après dans une rédaction d'essai qui est difficile avec un exercice qui est compliqué. Donc, il faut pas dire aujourd'hui, quand vous êtes en terminale cette année, il n'y a plus d'épreuves à Sciences Po parce que ça n'est pas vrai. Parce que vous avez l'épreuve qui va porter sur les notes depuis la seconde, plus sur la motivation du candidat, plus sur les écrits qui sont déposés sur Parcoursup. Et donc, tout ça vous fait 3 notes sur 20 et ça vous donne une note sur 60. D'accord ? Et ça, c'est très sélectif. Une fois qu'on a cette note sur 60, si on est chanceux, on apprend au mois d'avril, fin avril, qu'on est ou pas admissible. Si on est admissible, on est convoqué quelques jours plus tard, parce qu'il n'y a pas beaucoup de temps, à passer un entretien de motivation et personnalité qui est extrêmement difficile. Moi, ça me ferait peur, personnellement. Vous êtes en visio. Vous avez 2 jurys face à vous. Il y en a un qui vous montre une image. Ça peut être n'importe quoi. Ça peut être une peinture, une photo d'actualité, comme on pourrait voir dans Paris Match. Enfin, ça peut être. Mais on est en lien avec la culture générale, avec la culture. Vous avez juste une légende. Bonjour mademoiselle, est-ce que vous avez 30 secondes pour regarder cette image. Là, vous regardez. Très bien, merci. Alors, vous avez maintenant 30 secondes pour regarder cette deuxième image. Très bien, merci. Parfait. Vous choisissez la 1 ou la 2. Je vais prendre la 2. Très bien. Vous avez 10 minutes, on vous écoute. Et là, vous devez commenter en direct l'image. Dans les faits, ils demandent 10 minutes, mais en fait, c'est rare d'arriver aux 10 minutes parce que c'est très long, 10 minutes. Et du coup, vous devez commenter l'image sous un angle vraiment culture générale, ouverture, etc. Donc ça, c'est un exercice qui se prépare très longtemps, enfin, ce qui ne peut pas s'improviser. Voilà. Et après, vous avez tout un moment personnalité entretien. Vous devez expliquer pourquoi vous êtes là, pourquoi vous candidatez à Sciences Po, ce que vous venez y faire, etc. OK ? À partir de l'année prochaine, s'ils y arrivent, parce que c'est une grosse administration à Sciences Po, mais l'ambition de l'école, et je vais peut-être d'ailleurs te laisser la parole pour les IEP de province, l'ambition de l'école est de dire que va s'ajouter des épreuves écrites comme nous avions jusqu'à présent, pour définir l'admissibilité. D'accord ? Sciences Po est un concours très difficile.
ils en prennent à peu près 9 ou 10% selon des sondages un peu opaques. Donc, vous avez plus de chances de ne pas l'avoir que de l'avoir. Donc, il faut se lancer dans l'aventure parce qu'on va apprendre énormément, parce que c'est un challenge, parce que si vous l'avez, c'est bien. Mais si vous ne l'avez pas, votre vie n'est pas ratée. D'accord ? Sciences Po n'est pas une fin en soi, c'est juste un bon moyen d'arriver à un projet pro. Mais si vous l'avez pas, vous y arriverez autrement, en fait. Je dis parce que parfois les jeunes sont dans un état catastrophique après les résultats. Et je pense que aussi c'est le travail des parents de travailler les plans B, les plans C, les plans D, les fameux 10 vœux sur Parcoursup. Si on l'a pas, c'est pas grave, en fait. Parce qu'on va faire autre chose. Ok ? Je te laisse peut-être sur les IEP. Oui, je veux juste peut-être compléter ce dernier point qui effectivement est très important. Moi, je suis en 2e année de master à Sciences Po en parallèle, donc mon oral ne remonte pas à si longtemps que ça. Et effectivement, j'y suis allée en me disant que je jouais ma vie. Et maintenant, 5 ans plus tard, j'ai adoré mes années à Sciences Po. Mais c'est vrai que déjà, la première année à Sciences Po, c'est pas le seul moment où vous pouvez rentrer à Sciences Po, parce que vous pouvez rentrer en master, vous pouvez faire une classe prépa, vous pouvez faire la fac, et ensuite en master, vous dire ok, en fait, j'ai envie de retenter ou de tenter tout court Sciences Po. C'est possible. Donc voilà, effectivement, il y a plein d'autres formations qui y ressemblent. Je cite souvent le double diplôme sciences politiques, histoire à la Sorbonne, mais c'est vraiment l'esprit. Voilà, l'esprit peut se retrouver ailleurs. Alors pour les IEP de région, donc effectivement, on n'est pas sur le même concours, on est sur un concours écrit. Vous avez 3 épreuves. Alors jusqu'à l'année dernière, mais cette année ils ont supprimé ça. Je ne sais pas ce que ça donnera pour l'année prochaine. L'administration des concours communs, donc des 8 IEP, prenait en compte les notes du dossier scolaire. Mais cette année ils ont décidé de ne pas le faire et donc de revenir à un niveau ou à un concours où en fait ils se fondaient uniquement sur vos épreuves écrites. Donc c'est un peu rassurant. Dans la mesure où vous arrivez, tout le monde est sur un pied d'égalité. Voilà, que vous ayez été bon ou moins bon au lycée, tous les candidats sont placés sur un pied d'égalité, en tout cas aux yeux de l'institution. Vous avez 3 épreuves. Vous avez une épreuve d'histoire qui consiste en une étude de documents, qui est différente de l'étude de documents qui est demandée au baccalauréat pour ceux qui font la spécialité AGGSP, qui est un peu plus poussée, qui est en réalité à mi-chemin entre le commentaire de documents et la dissertation. On appelle ça l'étude de documents. Bon. Vous avez une épreuve de culture générale qu'on appelle questions contemporaines qui s'articule autour de 2 thèmes. Chaque année, vous avez 2 thèmes. Alors cette année, vous avez l'alimentation et le corps. Et chaque année, vous avez un thème qui change. Donc chaque thème tombe 2 fois. Et vous avez une épreuve de langue qui consiste en un essai et une compréhension écrite avec des questions. La particularité des concours communs, alors on dit concours des IEP de région maintenant, c'est que vous pouvez le passer en terminale, mais aussi à un niveau Bac+1. Et donc en fait, vous avez chaque année des étudiants qui intègrent les IEP de région, donc Strasbourg, Lille, Toulouse, après avoir fait une année post-bac. Alors soit ils ont passé cette année, alors ils l'ont nécessairement passé à préparer le concours, soit ils font une classe prépa qui est faite pour ça, soit ils font une année à la fac et en parallèle ils préparent ce concours-là. Et c'est aussi pour ça que c'est intéressant de s'interroger sur ces concours dès la terminale, surtout si vous en passez plusieurs, parce que déjà si Sciences Po c'est votre rêve, passez plusieurs concours. Vous en avez 4, passez peut-être pas les 4, mais en tout cas, passez-en plusieurs, ça multiplie vos chances d'être intégré, même si elles restent faibles. Mais les IEP de région, ça reste intéressant parce que vous préparez en terminale en vous disant oui, mais moi ce que je veux en vrai c'est Paris. Bon, ça veut pas dire que vous préparez pas les régions. Ça veut dire que vous préparez en privilège d'abord Paris, mais vous pouvez commencer à préparer les IEP de région que vous pourrez préparer en Bac+1 si jamais vous n'êtes pas pris en terminale à Paris. Et donc ça peut passer par préparer l'épreuve d'histoire qui reste la même chaque année, c'est toujours le même thème, la France et les relations internationales depuis 1930. Donc ça vous pouvez le préparer dès la terminale. Et en question contemporaine, vous pouvez travailler sur le thème dont vous savez déjà qu'il sera en place l'année prochaine. Donc c'est comme ça qu'on peut jouer sur les 2 années. Si Sciences Po c'est vraiment ce que vous voulez, mais que Paris c'est vraiment ça qui a votre préférence en terminale, et que malheureusement vous ne l'avez pas quand les résultats de Parcoursup sortent, vous pouvez déjà avoir préparé le terrain pour tenter une 2e fois de rentrer d'une autre manière dans un IEP. Alors, vous avez toutes les 2 répété de nombreuses fois le mot préparer. Alors vous représentez des prépas. Comment est-ce qu'on se prépare ? Est-ce que c'est vraiment une charge de travail colossale ? Est-ce qu'on peut se dire qu'on y va au talent ? Comment ça fonctionne ? En fait, il y a toujours les 2 écoles. Alors déjà, il y a plusieurs trucs sur les... Ouais, pour reprendre ce que tu dis, parce qu'il y a 4 concours, mais vous avez quand même toujours la question, est-ce qu'il faut les passer les 4 ?
Moi, je suis très honnête. Sciences Po Bordeaux, faut pas y aller si vous n'avez pas 17 sur 20 partout. Ça marchera pas. Voilà. C'est un algorithme qui a un ordinateur qui fait une calculatrice. Il y a un coefficient en plus qui est mis en fonction de votre région. Donc quand on est à Paris, on est un peu moins favorisé que les autres. Donc il faut vraiment être dans les 2 premiers de la classe, sinon ça sert à rien, ne le mettez pas. Ne gâchez pas un vœu pour ça. C'est une très bonne école du coup. Et par contre, je fais juste un bémol, c'est pas une école qui est reconnue sur le droit. Donc même si c'est la ville de l'ENM, c'est une école qui en soi ne délivre pas de diplôme de droit comme Sciences Po Paris ou Sciences Po Lyon. Donc voilà, juste ayez ça en tête. Alors, est-ce qu'il faut préparer? Donc, Sciences Po Paris, c'est des stratégies qui sont hyper différentes en fait. Donc, Sciences Po Paris, vous avez une préparation qui va plutôt se faire sur le long terme. Dans la mesure où on part du principe que vous êtes sur un dossier de candidature avec une... Alors, je peux pas rentrer là-dedans parce qu'on n'a pas 10 ans, mais en fait... Enfin, on n'a pas 10 heures, mais en fait, quand vous candidatez à Sciences Po Paris dans ce fameux dossier qui est votre épreuve d'admissibilité, on vous demande... Vous candidatez pas à Sciences Po Paris, ça veut rien dire de candidater à Sciences Po Paris. De la même manière, si vous commencez à fouiller, vous avez compris que ça veut rien dire de postuler, de candidater à la Sorbonne. Vous candidatez à une licence de droit à la Sorbonne ou à une licence d'économie à la Sorbonne. Sciences Po Paris, c'est pareil. Sur Parcoursup, vous allez mettre collège universitaire Sciences Po Paris, mais vous allez mettre je postule au programme du Havre spécialisé sur l'Asie ou je postule au programme de Menton spécialisé sur le Moyen-Orient. Ça veut dire qu'en fait, on ne postule pas à Sciences Po Paris, on postule à un programme qui propose une pédagogie particulière. Donc ça, déjà, c'est une première démarche qui veut dire qu'on doit quand même se poser la question de Sciences Po Paris en amont. C'est pas un truc qui sort comme ça la veille de Parcoursup, en fait. Parce que dans votre dossier, vous devez écrire pourquoi est-ce que vous vous êtes rendu compte que le programme de Menton spécialisé sur le Moyen-Orient et la Méditerranée est le truc que vous voulez absolument faire. Donc c'est forcément une réflexion que vous avez depuis longtemps. Donc, je pense que déjà, on postule pas à Sciences Po comme ça parce qu'un jour, on vous a dit, toi, c'est super, tu vas faire Sciences Po. Non, on regarde ce que c'est. Et d'ailleurs, peut-être qu'il y en a qui vont se dire, non, en fait, ça me va pas du tout. Moi, quand j'ai des étudiants qui arrivent et qui me disent, ah, moi, je veux surtout pas faire de droit, je dis, en fait, va pas à Sciences Po parce que dans les 5 sciences sociales de première année et jusqu'à la fin, ça fait partie du bloc de base. Donc, Sciences Po Paris, pour moi, ça se réfléchit sur le long terme. Et de la même manière que l'oral de culture générale c'est un truc qui ne s'improvise pas. La culture générale, c'est un réflexe. C'est quelque chose qu'on doit prendre le réflexe d'aller lire dans des journaux, d'ouvrir un peu ses lectures, de regarder des documentaires, maintenant d'écouter des podcasts. Ça, il faut que vous preniez vraiment l'habitude de le faire. Donc, c'est une vraie réflexion. Et en fait, je vais plus loin. Maintenant, Sciences Po Paris, le concours, ça veut dire qu'on doit s'y préparer dès la seconde. Parce qu'en fait, Sciences Po Paris est l'une des seules formations sur Parcoursup qui demande vos bulletins de seconde. Donc, dans la sélection, ils vont regarder les bulletins de seconde, les bulletins de première et là, les 2 premiers bulletins de terminale. OK ? Donc, si je vous suis, oui, au cours du Parnasse, on peut s'y préparer dès la seconde. Voilà. Mais c'est pas pour ça qu'il faut le faire. Il faut juste savoir que ça existe. Ce sont, nous en tout cas, ce qu'on propose, c'est des classes de prépa dans lesquelles, et chez IPSUP, c'est le même principe en fait. Moi, je fais pas de cours de soutien parce que je ne sais pas faire ça. Moi, on a fait des prépas, on aime bien un peu accompagner vers des filières un peu challengeantes. Et donc, du coup, on a dès la première des classes dans lesquelles les élèves décident de venir pendant les vacances scolaires, spontanément. J'ai même eu une élève l'année dernière qui l'a demandé en cadeau de Noël à ses parents, c'est pour vous dire. Et donc, du coup, ils viennent une semaine à chaque vacances scolaires et là, ils étudient. Ils font en sorte de suivre avec nous les matières qui leur permettront d'avoir des très bonnes notes sur les bulletins scolaires. Donc, en première, on va mettre un énorme accent sur le bac de français. On va travailler 2 spécialités, etc. Enfin, on va se concentrer sur ce qui va apparaître dans Parcoursup. Et à côté, on va, dès la première et même dès la seconde, suivre des cours de culture générale, suivre des cours de prise de parole en public, réfléchir à ce qu'est Sciences Po, ce qu'on va y faire, etc. On va construire son dossier, en fait. D'accord ? Et ça se passe dès la première. Et après, on continue évidemment en terminale avec un principe un peu similaire, mais surtout un tuteur individuel qui nous accompagne pour rédiger le dossier. Il ne rédige pas le dossier à votre place, donc ça sert à rien si vous voulez ça. C'est pas chez nous qu'il faut faire ça. Et je pense pas chez IPSUP non plus. Voilà. Pour le coup, je suis la première, je suis très honnête, je suis ravie d'être avec eux parce que je dis toujours quand des gens savent pas pourquoi vous êtes bons et tout, je dis allez voir les autres et les seuls que je conseille, c'est eux. Donc à la limite, les 2 sur lesquels il faut regarder aujourd'hui, c'est ça, donc c'est bien.
Donc voilà, Sciences Po Paris, ça se prépare très longtemps en fait. C'est ça qui est un peu compliqué. Et donc en terminale, nous on a un tuteur et on prépare évidemment les oraux dès le début de la terminale parce que c'est compliqué. C'est des oraux en visio, c'est des oraux de culture générale. Enfin, les élèves ils sont complètement paniqués quand ils voient des. Parfois, on leur donne des tableaux qu'ils n'ont jamais vus. Enfin, c'est compliqué quand même. Donc ça, on le prépare vraiment sur le long cours. Et le concours commun, évidemment, quand les élèves sont chez nous dans nos prépas Sciences Po, dès la première, ils y réfléchissent parce qu'on notamment on les fait travailler sur la méthode, etc. Mais moi, j'assume complètement de dire que le concours commun, on le travaille vraiment en terminale parce que le programme de terminale d'histoire est celui de la terminale. Et moi, je trouve ça trop de leur faire travailler en première et le programme de la première et le programme de la terminale. Donc on le voit pas avant. Les questions contemporaines, on aborde un petit peu l'un des thèmes dès la première qui va tomber l'année d'après, mais c'est tout parce qu'en fait il faut que le dossier soit excellent en première. Hein. Votre objectif, ça doit être que la première doit être excellente parce qu'il faut aussi penser au plan B, au plan C, au plan D. Tous les plans B, plan C, plan D vont regarder la première et vont regarder le bac de français. Tout le monde a compris qu'avec la réforme, les seules notes qui vont vraiment apparaître nationales dans Parcoursup, c'est bac de français. C'est tout ce qui va rester. Donc, il faut vraiment être concentré là-dessus. Donc, nous, après, les élèves se préparent pendant les vacances scolaires ou éventuellement sur notre prépa en ligne, qui est un autre programme. À chaque vacances scolaires, ils viennent faire des stages. Et sur le concours commun, ils ont des semaines intensives. On suit des cours d'histoire, de questions contemporaines, de langue, concours blanc à chaque fois. Tout est corrigé en vidéo derrière, etc. Voilà. Et alors, j'assume complètement que j'ai une politique très différente d'IPSUP par rapport à ça. Donc ça, tu pourras répondre là-dessus. Nous, je l'ai fait il y a quelques années, j'ai assez vite arrêté. Alors, on est une prépa importante hein, comme IPSUP, donc on a quand même beaucoup d'élèves, mais on a fait le choix de ne pas proposer de cours pendant les week-ends. Parce que moi, je pense que ça n'est pas compatible avec un élève de lycée. Pourquoi ? Parce que l'élève de lycée, il doit avoir un dossier excellent. Beaucoup d'élèves ont des DST le samedi matin, donc en fait, ils sont au bout du rouleau. Le week-end, ils n'arrivent pas à gérer leurs agendas avec les spécialités, c'est l'enfer. Et si on postule à Sciences Po et qu'on n'a pas d'activité extrascolaire ou d'engagement à côté, ça marche pas. Et la prépa privée n'est pas une activité extrascolaire. Donc, du coup, moi, ça marche pas. Donc, c'est un choix de notre part qui est de dire, moi, je préfère que les élèves ils soient à fond sur le lycée pendant l'année et ils viennent en bulle avec nous pendant les vacances scolaires. Alors, il se passe quand même des choses entre les vacances scolaires parce qu'on a la chance d'avoir des studios, donc on fait beaucoup de live, etc. Mais on se concentre. Et ça veut aussi dire, pour répondre exactement à votre question, qu'ils travaillent du coup une semaine à chaque vacances scolaires de 9h à 18h avec un concours blanc pendant 5 jours. Ça, c'est intense. Entre les vacances scolaires, il faut qu'ils avancent sur les programmes, il faut qu'ils fichent, il faut qu'ils lisent des bouquins, il faut qu'ils regardent des vidéos, il faut qu'ils travaillent. Donc, je sais pas, on peut dire, ça dépend des élèves. Il y en a qui vont prendre que 2 heures par semaine, d'autres, ça va être 6 heures. Mais le lycée doit rester la priorité. Donc, en fait, ça reste à côté. Donc, oui, c'est un travail intense. Et il est vrai, et ça, je pense que tu seras de mon avis, c'est vrai que les élèves qui commencent à se préparer dès la seconde ou dès la première sont déjà lancés parce qu'ils sont un peu ils ont une méthode de travail et ils sont dans une même optique, en fait. Donc, c'est plus facile. Voilà. Mais l'année de terminale est une année dense. Mais si on réussit, après, on travaille plus jamais. Ou presque. Non, je plaisante. Oui, juste pour compléter, alors sur Paris, comment préparer Paris ? Alors oui, je vais pas rentrer dans les détails des formations à IPSUP parce que c'est le même principe et puis vous pouvez passer nous voir si vous voulez plus de détails sur ça. Mais je dirais que vraiment Paris, effectivement, on se prépare sur le long terme, mais parce qu'il s'agit de vous. En fait, et ce qui change par rapport aux épreuves écrites d'histoire, de culture générale, d'anglais, des concours communs, c'est que Paris, en fait, on vous demande de parler de vous. Votre dossier, c'est vous. Et en fait, la préparation pour Paris, alors évidemment, c'est se renseigner sur l'école, c'est savoir à quel programme on veut candidater, mais c'est aussi savoir pourquoi est-ce que vous voulez faire Sciences Po et pourquoi est-ce que Sciences Po devrait vous choisir vous. Et ça veut dire instiguer de la cohérence dans votre candidature. Voilà. Et la première partie des écrits, c'est ce que vous avez fait avant, vos activités extrascolaires, ce genre de choses, et expliquer. Et ça demande de la réflexion parce que, moi, quand je candidatais et qu'on m'a demandé pourquoi tu veux faire Sciences Po, une fois qu'on évacue les réponses classiques, non mais c'est l'international et puis c'est la pluridisciplinarité, alors ça c'est le mot magique. Une fois qu'on a enlevé ça, pourquoi est-ce que moi, Théa, je voulais faire Sciences Po ? En fait, j'ai dû me creuser la tête. Et donc, c'est ça aussi le long terme. C'est qu'il faut réfléchir parce que c'est votre parcours, c'est votre vie. Il s'agit pas juste de passer un concours prestigieux. Il faut que vous soyez bien après dans l'école. Et donc, ça demande de la préparation. Moi, j'encourage vraiment toujours à rentrer en contact avec les étudiants, parler avec les étudiants qui sont à Sciences Po, qui y ont été il y a pas longtemps, mais qui y sont maintenant, c'est encore mieux pour
Mais pour savoir ce que c'est que d'être à Sciences Po, il y a beaucoup de clichés sur Sciences Po et c'est toujours bien d'aller à la source, voilà. Et puis, alors pour le fait de se préparer depuis la seconde, je me permets juste de peut-être nuancer juste. Alors effectivement, ils sont peut-être mieux préparés, mais c'est vrai que ça prend peut-être aussi des proportions énormes. Et quand on se prépare depuis la seconde et qu'à la fin on n'y arrive pas, bah c'est quand même très difficile. Donc c'est aussi, voilà, il faut pas non plus que ça prenne des proportions. Alors Sciences Po, ça peut être un rêve, hein, c'est le rêve de beaucoup de candidats, mais effectivement, il y a les plans B, C, D, parfois, voilà, jusqu'à la 10e lettre de l'alphabet, et il y a des formations qui sont géniales et qui ne sont pas à Sciences Po, et c'est pas grave, en fait. Voilà. Donc oui, c'est bien de se préparer, mais dès la seconde, parce que sinon on peut se préparer aussi depuis la maternelle pour être trilingue dès la primaire. Est-ce qu'à ce stade, vous avez des questions ? Non. Moi, j'en ai une sur le choix de l'IEP. Est-ce qu'on doit faire un choix un peu... Ah pardon, vous avez une question. On va vous apporter un micro. Merci. Du coup, la formation dont vous aviez parlé, donc IP Sup, et la vôtre, comment elle s'appelle ? Les cours du Parnasse. Normalement, Pardon ? si tu tapes sur Google Sciences Po, on sort toutes les deux. Les cours du Parnasse. Ok, super, merci beaucoup. Bonjour, merci pour ces éléments. Et quel est le plan Orsec si on a loupé le départ en terminale ? Est-ce qu'on peut s'y mettre avec une bonne culture générale et rentrer dans vos cursus à partir de la Toussaint, ou est-ce que c'est déjà trop tard ? Si. Alors, il y a deux trucs. En fait, ça dépend vraiment du dossier. Là, c'est ce que je fais depuis ce matin. Donc, pareil, venez me voir. Moi, je regarde quand même le dossier là. Enfin, faut pas y aller. Si vous êtes sur les IEP de province, tout le monde a ses chances. Donc, c'est le principe. Donc, oui, on peut rejoindre en tout cas les cours. Et je pense que c'est pareil pour IPSUP. On peut rejoindre. Vous pouvez rejoindre les deux instituts là à partir des vacances d'automne. J'en ai même qui vont venir juste à Noël parce qu'ils ont un souci en automne. Donc, c'est possible. D'accord. En revanche, je pense que là, il faut pas faire n'importe quoi. Il faut quand même regarder le dossier. Donc, il faut pas se dire c'est super, j'achète tout, je prends tous les Sciences Po. Faut regarder pour voir si c'est cohérent pour Sciences Po Paris ou pas. Si c'est pas cohérent, faut pas le faire. Voilà. Quitte à ce que l'élève le mette sur Parcoursup et prépare un truc de son côté, mais c'est un peu dommage. Mais bon, voilà. Et donc, faut juste voir. Mais nous, dans les deux cas, et pour IPSUP. Donc, pour IPSUP et les cours du Parnasse, c'est pareil. Les cursus peuvent être rejoints dès maintenant. Oui, parce que Paris, depuis qu'il y a eu la réforme, en fait, et qu'il n'y a plus d'épreuves écrites, l'Institut se repose beaucoup sur les notes du dossier. Et donc là où des épreuves écrites réussies pouvaient rattraper un dossier un petit peu moins bon, et ben en fait, aujourd'hui, et encore plus maintenant que les épreuves de spé, en tout cas pour cette année, ont été déplacées en juin, en fait, le dossier compte beaucoup. Et c'est pour ça que le rang dans la classe est important. Donc effectivement, statistiquement, la plupart des élèves qui ont intégré Sciences Po Paris l'année dernière, ils avaient 16, 17 de moyenne. Donc c'est un fait, voilà. Après, moi je dis toujours, je vois mal Sciences Po rejeter un super projet professionnel, un super projet étudiant, parce que la personne a 15. Mais si, c'est horrible, mais si. Ouais, en fait, aujourd'hui, après, vous êtes dans un concours qui est... Enfin, il faut le faire. Mais c'est pour ça que je dis vraiment, il faut pas que vous vous disiez « je suis nul, j'ai pas été pris », alors que vous avez tous des très bons dossiers en général, en fait. C'est ça qui est dur. Mais quand vous avez 10 000 candidats sur un concours, il faut bien qu'ils aient un critère de sélection. Et c'est exactement pour cela qu'ils sont contraints, et c'est super, de remettre des épreuves écrites, parce qu'aujourd'hui, ils sont plus en mesure de juger les candidats. Donc nous, on vous alerte juste là-dessus, parce que je trouve que c'est tellement engageant en fait de se rentrer dans un concours comme ça, qu'il faut aussi, voilà, c'est pas pour ça que vous êtes nuls, c'est pas pour ça. Enfin, en fait, là, à mon sens, aujourd'hui, c'est le concours qui n'est pas très bon. Oui, je suis d'accord avec ça. Vous avez parlé de préparer à Bac+1. Qu'est-ce que c'est les filières à la fac notamment qui peuvent être intéressantes ? Moi, j'aime bien... alors, moi, je propose toujours d'être dans une licence à la fac, plutôt une licence. Il y a plein d'autres trucs. J'ai parlé de plein de plans B ce matin. Alors, vous pouvez noter tout ce que je dis à mes élèves. Alors, on y va. Moi, j'aime bien que les élèves, quand ils sont en licence à la fac, ils ont soit du droit, soit de l'éco. On va pas en fac d'éco ou de gestion si on n'a pas fait de maths en terminale ou en première, parce qu'on va être largué en micro et en macro. Donc, dans ce cas-là, moi, je leur dis de prendre soit du droit, soit de la gestion. Et encore mieux, vous essayez d'envisager des doubles licences. C'est 2 fois plus de boulot, mais il n'y a pas beaucoup de boulot à la fac, donc 2 fois plus sur pas beaucoup, ça marche. Et
des doubles licences qui peuvent être des licences de droit anglais ou droit sciences politiques. Parce que pareil, pour les élèves qui veulent aller en sciences politiques, dans un IEP, c'est parce qu'ils veulent faire de la science politique. Mais en fait, la science politique tout seul, c'est un peu réducteur. Donc, c'est pas mal de faire droit sciences politiques, par exemple, ou éco-sciences politiques. Donc ça peut être une possibilité dans les facs. Vous faites attention, je vous rappelle que sur Parcoursup, faites attention. Vous avez plus de chances de ne pas avoir ces concours que ces concours. J'attire vraiment. Même si vous avez 20 sur 20 de moyenne sur votre dossier, que vous avez sauvé le monde 10 fois, que vous parlez 5 langues, que vous êtes fils d'ambassadeur, que vous êtes boursier et que vous êtes tous les dimanches au SAMU social, vous n'êtes pas sûr d'avoir Sciences Po Paris. Parce que moi, j'ai ça chaque année. C'est lunaire. Donc, même ceux qui pensent qu'ils vont l'avoir, vous prévoyez vraiment des plans B, des plans C, des plans D. Et donc, ça veut dire sur Parcoursup, vous mettez absolument une licence simple dans laquelle vous êtes sectorisé. J'ai eu beaucoup de gens de Cergy ce matin, donc je ne sais pas ce qui se passe avec Cergy aujourd'hui. Et du coup, ils m'ont dit « Ah, mais Cergy, c'est pas bien et tout ». J'ai dit « Mais en fait, c'est très bien. On met en plan B ». On met dans nos 10 vœux Parcoursup, il n'y a pas de hiérarchie de toute façon. Donc dans nos 10 vœux Parcoursup, on met licence de droit à Cergy. Et parce que peut-être qu'on n'aura que ça, parce qu'il y a ce problème sur Parcoursup aussi de l'algorithme, il vaut mieux être en licence de droit à Cergy, cartonner sa licence de droit à Cergy, avoir des super notes, etc. Parce qu'après, on va avoir un problème aussi avec le master. Bref, mais avoir un super dossier qui nous permette après de repartir sur des Sciences Po en licence, si jamais on veut y rentrer directement en master. Et donc, pour répondre à votre question, les licences, les D1 et D2, regardez, c'est pas mal ça. C'est des prépas où on fait soit du droit en même temps, soit de l'éco, et à côté, on fait une prépa. Notez, en fait, vous irez voir. Prépa D1, prépa D2. Vous avez pas mal d'autres formations en plan B qui vont être les prépas tout court aussi. Il y a des élèves qui vont vouloir partir en Hippocagne. Moi, j'ai des élèves qui refusent Sciences Po parce qu'ils veulent aller en Hippocagne. Parce qu'en fait, ils ont envie d'apprendre, ils ont envie de méthode, etc. Vous faites attention parce que avant, Sciences Po Paris, en fait, on préparait Sciences Po Paris en étant en Hippocagne et en Cagne. Aujourd'hui, c'est plus le cas. C'est-à-dire que c'est pas du tout la vocation de l'Hippocagne et de la Cagne. Hippocagne et la Cagne, la vocation, c'est préparer Normal Sup et maintenant les écoles de commerce, qui n'était pas le cas avant, et les écoles de journalisme communication. Si jamais au bout de 2 ans, on n'a pas d'école, il faut partir en 3e année à la fac et c'est là qu'on redevient éligible à présenter Sciences Po Paris. Donc il faut juste faire attention là-dessus. J'ai parlé, regardez l'ESPOL là, qui est là avec la Cato de Lille, vous pouvez aller regarder, ça c'est sympa. Vous avez d'autres, on peut pas faire la pub non plus trop des formations. Et vous regardez toutes les formations qui sont sur Parcoursup. Très important. Une petite question sur la stratégie adoptée. Est-ce que c'est une bonne idée de se dire qu'on mise notamment Sciences Po Paris sur les campus axés sur des régions? Vous avez parlé de Menton, par exemple. Est-ce que ça, on peut se dire, je vais mettre toutes mes chances de mon côté si je parle uniquement de ça? Bon, alors effectivement, pour clarifier, on dit Sciences Po Paris, mais les 2 premières années, je dis 2 premières parce que la 3e année, normalement, tout le monde est à l'étranger. Les 2 premières années, vous pouvez en fait ne pas les passer à Paris. Parce que vous avez un campus parisien, mais vous avez aussi 6 autres campus qui, en plus de ne pas être à Paris, sont spécialisés géographiquement. Ça fait partie de la réforme qui a eu lieu au début des années 2000 pour internationaliser encore un peu plus, si c'était possible, Sciences Po. Et donc, par exemple, à Menton, donc effectivement, tu l'as dit, Moyen-Orient, Reims, Reims est très très demandé parce qu'il y a notamment le parcours Afrique et le parcours Amérique du Nord. Et en fait, quand vous faites vos vœux, vous choisissez 2 campus dans votre dossier. Et d'ailleurs, une partie de vos écrits est consacrée à la justification de ce choix-là. Et alors, honnêtement, je dirais que ça dépend de la demande. Reims est très demandé. C'est ça aussi, c'est-à-dire que c'est pas tant qu'il y a des campus qui sont plus difficiles que d'autres sur le plan du niveau qui est demandé, mais c'est qu'en fait, il y en a qui sont plus demandés que d'autres. Le Havre ou Dijon, c'est quand même un petit peu moins demandé que Reims. Enfin, je sais pas. C'est moins demandé, mais il y a moins de place. Oui. Donc en fait, stratégiquement, de toute façon, moi pour Sciences Po, il faut penser Paris. Faut pas penser stratégie, il faut penser vérité. On ment pas sur sa candidature. Donc jamais. Si on hésite entre 2 campus, par exemple, on se dit, je sais pas, on a des origines asiatiques, on a été énormément de fois en Chine, on lit sur la Chine, on est capable de parler de ce qu'est la Chine, parce qu'il faut penser que derrière il y a un oral. Donc si on est pris potentiellement admissible pour une postulation au campus du Havre, il faut être capable d'aller parler pendant une demi-heure du Havre, de la Chine, de la politique japonaise et compagnie.
Donc, il faut juste construire son choix, sa stratégie sur les campus de Paris en fonction de qui on est, des éléments qu'on a déjà. Et c'est juste que si parfois j'ai un élève qui a vraiment le profil Dijon, par exemple, et Reims, États-Unis, c'est un bon exemple. Il y a un autre troisième vœu il nous reste plus qu'un choix et il hésite entre ces deux-là. Et pour lui, son cœur balance entre les deux. Vraiment, là oui, je vais lui dire d'aller sur Dijon. Là, on est d'accord, en fait. Donc, d'abord, on part de soi, de ce qu'on est. Une fois qu'on l'a et que vraiment qu'on hésite, là, on va pouvoir regarder sur des campus qui vont être un peu moins demandés. Menton est très demandé. Ça va l'être encore plus après cette semaine. Donc là, je pense que les candidatures vont exploser cette année, comme ça a été le cas l'année du Bataclan. L'Asie est très demandée. Ça, alors, il y a un truc, je sais pas ce qui se passe avec la Corée depuis 5 ans avec les jeunes. Vous avez un truc sur les mangas, sur la musique coréenne, sur l'art coréen. C'est un truc incroyable. Donc, très demandé, l'Asie. Nancy, ça marche super bien parce que c'est un très beau campus. C'est l'un des premiers. C'est le campus qui est spécialisé sur l'Europe, mais avec un gros focus sur les relations franco-allemandes. Donc, c'est un campus trilingue, français, anglais, allemand, et qui est très Europe. Et l'autre campus Europe, c'est Dijon, mais c'est plutôt Dijon, pays de l'Est. Donc ça, bon, ça a un peu moins de succès. Mais donc oui, il y a une stratégie, mais il faut partir du vrai. Et peut-être juste pour compléter, parce que c'est pas forcément quelque chose qui est connu des candidats, vous avez des doubles diplômes à Sciences Po. Et alors, typiquement, si vous hésitez entre, je sais pas, une licence d'histoire, une licence de lettres et Sciences Po, eh bien, en fait, vous pouvez faire les deux. Parce que sur Parcoursup, vous pouvez demander un parcours qui on appelle SPIV. En fait, c'est Sciences Po qui a un partenariat avec Paris 4 et qui permet, en fait, pendant les 3 premières années de Sciences Po, à 50% de votre temps, vous êtes à Sciences Po et à 50%, vous êtes en licence à la Sorbonne avec, donc, en lettres, en histoire, en philo. Vous pouvez aussi, si vous voulez faire des maths, c'est possible. Il y a un double diplôme maths, je vais pas rentrer parce qu'il y en a 63 des doubles diplômes. Donc, il y a aussi les doubles diplômes internationaux. Juste, j'attire votre attention là-dessus parce que il y en a qui sont un peu niches. Par exemple, IPGP, c'est les politiques géophysiques du globe. C'est un peu moins demandé quand même que les lettres. Et donc, ça peut être intéressant, si ça vous intéresse, bien sûr, ne vous engagez pas dans un truc qui ne vous intéresse pas, mais ça peut être intéressant aussi de voir, parce qu'il y a des programmations qui sont moins connues, mais qui du coup sont moins demandées. Et donc, c'est intéressant, voilà. Et puis, de pas garder à l'esprit juste le monocursus qu'on appelle, en fait, c'est le cursus de base. En fait, il y a plein d'autres doubles diplômes. Donc, vraiment, renseignez-vous là-dessus, parce que ça peut être très intéressant et ça vous permet aussi de vous distinguer par rapport à ceux qui demandent simplement Sciences Po, j'ai envie de dire, voilà. Vous avez insisté tout à l'heure sur le fait que c'était important d'avoir 17 de moyenne, on va dire, en première et terminale. Je voulais j'avais 2 ou 3 questions à ce sujet. Quand un élève, justement, a de très bonnes notes en première et terminale, qu'est-ce qui se passe pour lui si, au moment du bac, il y a eu un moment de stress et il n'a pas vraiment eu cette note-là? Donc, comment ça va compter dans le... Alors, déjà, il y a 2 trucs. Les 17, je disais que c'était pour Sciences Po Bordeaux. Sciences Po Paris, on peut avoir des étudiants qui ont des moins bonnes notes. Ce sera quand même des très bons étudiants, mais on n'est pas obligé d'avoir 17 ou 18 partout. On va avoir des élèves qui peuvent être pris avec des 15 ou des 14. Ça va dépendre aussi du lycée, etc. Mais on est quand même sur des bons étudiants. Ça, c'est important quand même. OK ? On peut rentrer à Sciences Po, mais bon, il faut quand même être un bon élève. Et bac quoi ? Bac de français ? Bac de français, on va pas se mentir, c'est embêtant. Mais ça n'est... L'avantage de Sciences Po, c'est pour ça que pour Sciences Po Bordeaux, il faut pas y aller parce que l'algorithme fait que on va regarder que ça. Sciences Po Paris, ça va être un élément qui va être pris en compte dans la première note sur 20 du dossier et des résultats du bac. Mais la deuxième note, c'est des gens humains qui viennent lire le dossier. Donc si ces gens-là, ils voient que le dossier, en fait, c'était un accident, qu'on a une élève qui a toujours eu de très bonnes notes en français, etc., ça pourra quand même passer. Je le dis aussi pour 2 choses. Je vous dirais un peu pareil, même si votre enfant avait eu 20 et 20 au bac de français. Donc, je veux pas que les enfants se disent c'est horrible, j'ai loupé ma vie, je vais louper Sciences Po parce que j'ai eu 8 au bac de français. En fait, ça arrive. Et même si elle avait eu 20, elle n'était pas sûre de l'avoir. Donc, tout va bien. OK ? La deuxième question, c'est le coût. Combien ça peut nous coûter une année déjà pour intégrer, peut-être est-ce qu'il y a des frais liés Oui. Oui. Voilà.
Bien sûr, avec 15 000 candidats, ce serait dommage de pas faire des frais de dossier. Non. Alors oui, il y a un coût. Alors en fait, à Paris, très sincèrement, pour les IEP de région, j'ai pas cette information. Peut-être que tu l'as. C'est un forfait. Ouais. Il y a, après, c'est un peu le même forfait, Ouais, mais donc c'est la même. il y a, c'est un tarif par concours, 195 € si je me trompe pas pour Sciences Po Paris, d'inscription au concours. Et après, il y a les tarifs boursiers. Donc en fonction de la bourse, vous allez payer plus ou moins de frais d'inscription. Et le concours commun, pareil, vous avez des frais pour rentrer dedans. Après, si vous parlez des frais de scolarité, tous les IEP sont à peu près sur le même principe. Sciences Po Paris, c'est extrêmement cher, hein, pour les parents qui, comme moi, ont payé 500 € à l'époque. Alors non, maintenant, ça va de 8 à 15 000 l'année. Alors ça dépend, hein, parce que quand on est boursier, en fait, Et c'est pour ça que je ouais. commence juste ça. Donc ça, c'est le plancher de base. Mais Sciences Po Paris a cette particularité d'avoir mis ensuite des échelons. Donc, il y a un simulateur. Vous pouvez, en sortant de cette conférence, regarder simulation, droit de scolarité Sciences Po, parce que c'est très bien fait. Vous donnez votre RFR, votre revenu fiscal de référence, vous donnez une composition minimum du foyer, et ça va vous dire dans quelle tranche vous êtes. Et donc, ça va vous donner une idée des frais d'inscription par an. D'accord. Les Sciences Po de province ont aussi des systèmes de bourse, mais je pense pas que vous ayez des simulateurs en ligne. Ça, c'est la seule chose. D'accord. Et donc, nous, sur les préparations, évidemment qu'on est payant, parce qu'on a des preuves qui coûtent cher, voilà. Mais ils ont raison de l'être, donc je vais pas les blâmer. Après, ça, je laisserai IPSUP parce que je sais pas trop comment vous fonctionnez. Nous, on est parti du principe de dire, moi, j'ai fait en fait ce que j'avais à Sciences Po parce que je suis rentrée avec les premières générations de ZEP, qu'on voulait donner sa chance un peu à tout le monde. Donc, au cours du Parnasse, on a un gros programme égalité des chances, ce qui fait qu'on finance chaque année, en tout cas, les élèves remplissent un dossier en ligne qui est assez facile à remplir. C'est le but, parce qu'il ne faut pas que ce soit un frein. Ils nous expliquent leur motivation. On a un peu des éléments financiers et ça nous permet de donner une bourse, en fait, qui est financée par les cours du Parnasse pour avoir une réduction sur le montant de la prépa qui va aller de 10 à 100% du montant de la prépa selon certains profils. Voilà. Est-ce que vous avez encore des questions?